Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Frédéric Beudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, directeur général, président du directoire de Hopscotch Group, groupe de communication coté en bourse. Vous travaillez sur les grands événements comme le Mondial de l'Auto, la cérémonie des JO, vous faites des relations publiques, de l'influence. On va parler de l'ensemble des activités du groupe. Mais vous, votre boulot à vous, Frédéric Beudin, c'est quoi? Il paraît qu'à la cérémonie de clôture des JO, vous êtes occupé personnellement du badge de Monsieur Cruz. C'est ça votre boulot, à vous? Non, c'est pas moi personnellement, mais parce que le jour de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, c'est gentil de m'en parler, on avait 2300 personnes, artistes et techniciens qui travaillaient pour nous, et ils avaient chacun un badge. Moi-même, Tom Cruise, parce qu'il y avait une sécurité incroyable, et tout s'était organisé en secret. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il fallait répéter, il fallait d'abord monter tout ça dans le stade en 17 heures. Ça n'a jamais été fait une cérémonie aussi importante, montée en si peu de temps et répétée en si peu de temps. Donc évidemment, il a fallu préparer ça minutieusement. Et pendant plusieurs semaines, voire mois, on avait reconstruit un stade de France quasiment à l'identique, sans les gradins, au milieu de la forêt de Sénart, dans un hippodrome, avec des grandes bâches autour pour que vous autres, les journalistes, vous ne puissiez pas regarder ce qu'on fait et que même les populations autour ignoraient ce qu'on y faisait. Et Tom Cruise est venu plusieurs nuits répéter au milieu de la forêt de Sénart avec sa moto et répéter la cascade depuis une grue d'abord, puis en vrai dans le Stade de France une nuit aussi. Mais ça, c'est le boulot d'une agence de communication comme la vôtre. On dirait le boulot d'une boîte de prod, d'un groupe d'événementiel. Vos concurrents maintenant, c'est qui? Alors, de concurrence, ce sont les agences de relations publiques qui sont essentiellement américaines. Même les filiales des grands groupes de pub français sont souvent des Américains. Et nous, on a décidé d'être le plus grand groupe de relations publiques d'origine européenne, même d'origine française. Donc, on est aujourd'hui présent dans 40 pays dans le monde, avec des équipes de 15 à 30 personnes par pays. Mais dans les relations publiques, il y a quelque chose de très important, c'est fabriquer des contenus qui intéressent les gens. Vous, les journalistes, maintenant les influenceurs, monsieur et madame tout le monde sur les réseaux sociaux. Et ces contenus, souvent, ce sont des événements. Et vous avez dit qu'on a fait le Mondial de l'Automobile. Le Mondial de l'Automobile, c'est un salon. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, c'est un grand show. Mais à chaque fois, nous les concevons comme quelque chose qui va passionner ceux qui sont présents sur place, mais aussi ceux qui vont en entendre parler sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et c'est ça notre métier. Cette dynamique, elle est très intéressante, Frédéric Beudin. On a une forme d'hybridation entre les salons et le show, je trouve, de plus en plus, et c'est notamment vous qui l'avez mis. On l'a vu sur le salon de l'automobile, hein. Vous avez osé la formule Let's Celebrate au milieu d'un secteur qui est quand même assez en difficulté pour l'instant. C'est ça l'avenir des salons aujourd'hui en France, en Europe et peut-être dans le monde. C'est événementialiser, c'est plus de show, plus de spectacles, plus de divertissement. C'est plus de complexité dans les gens à qui on s'adresse. C'est-à-dire que un salon, c'est pas seulement construire des stands, des allées, et puis ça a longtemps été ça, hein, c'est vrai. Voilà. Un salon, ça doit être vécu comme un festival. Ouais. Un festival, ça doit être festif pour les participants, monsieur et madame tout le monde. Ça doit être un marché. Ça doit être des contenus qui intéressent les journalistes notamment, et les journalistes de tous les pays du monde. Et ça doit être beaucoup de rencontres entre des populations qui n'auraient pas d'autre occasion de se rencontrer que si le salon n'existait pas. Donc c'est ça la complexité pour les organisateurs, c'est d'arriver à monter des produits de communication complexes qui vont être après multimédiatiques. Mais parce qu'il y a des fois où c'est facile. Là, au salon de l'auto, vous faites un circuit de cartes, la voiture de Batman, mais quand c'est le mondial du lait, où là, vous allez organiser un événement autour de la cybersécurité, c'est moins facile quand même de faire du contenu. Oui, alors justement, la semaine prochaine, nous organisons à Rennes l'European Cyber Week, qui est un congrès européen de cybersécurité. Pourquoi Rennes? Parce qu'il y a à Rennes vraiment une partie de l'excellence française de cybersécurité, tant de la part des opérateurs télécoms que de la part des militaires, en fait, faut être très clair. Et là, vous allez faire une petite fête. Et alors, ce congrès, c'est moins un festival dans le sens où c'est moins la fête. En revanche, c'est le rassemblement de la crème de la cybersécurité. C'est-à-dire que chaque visiteur est criblé. Tout le monde ne peut pas venir. Il n'y a que les Européens qui peuvent venir. Et même si vous payez, vous n'aurez pas forcément votre badge parce que on va
vérifier que vous êtes compatible avec les secrets qui y sont échangés. Et donc ça va intéresser des journalistes, ça va intéresser des industriels, ça va intéresser les services secrets de tous les pays d'Europe, ça va intéresser les chercheurs. Et donc chacune de ces populations va se rencontrer. Donc certes, on va pas faire la fête, mais il y aura quand même des déjeuners, des petits déjeuners, des rencontres et même des cocktails qui vont être des occasions d'échanger. Les salons, c'est aussi un secteur économique important et ultra concurrentiel. La France avait perdu des parts de marché au sortir de la Covid notamment. On s'était fait tailler des croupières sur le cyber, sur le numérique, par l'Espagne, par d'autres pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on a rattrapé ce retard ? Est-ce que la France est bien positionnée sur la concurrence européenne et parfois mondiale même pour ces grands salons ? Alors oui, la France est très bien positionnée, la France attire. On l'a vu avec les JO. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de billets vendus et beaucoup plus de monde, beaucoup plus de journalistes pendant les JO en France que si ça avait été dans aucun autre pays. On a battu tous les records et c'est pas dit que Los Angeles arrive à nous dépasser. Pourquoi ? Parce que quand un événement se passe à Paris, que ce soit un congrès de technologie ou un événement grand public, il attire plus de monde. C'est pas pour rien que Disney est venu s'installer à Paris. La marque est mythique dans le monde entier et ça c'est formidable, on en bénéficie. Après, nos concurrents, ils ont d'autres avantages et notamment dans les autres pays d'Europe, les salons sont sponsorisés par les villes et les régions et c'est en millions d'euros. Donc c'est-à-dire que moi, j'organise le mondial de l'automobile, c'est moi qui prends 100% du risque. Ouais. Et si je suis pas soutenu par Renault d'abord et puis Stellantis qui est venu après, j'aurais pas pu prendre le risque tout seul. Alors ils ont pas, c'est pas eux qui ont financé, hein, mais ils m'ont dit on vous soutient et puis du coup on est allé convaincre les constructeurs allemands, les constructeurs chinois, etc. Ça marche pas comme ça ailleurs. Et dans les autres pays, vous avez notamment en Allemagne et en Espagne, vous avez la ville et la région qui dit je prends 50% du risque à ma charge. Et à ce moment-là, évidemment, pour les organisateurs, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a dans votre activité, bien sûr, les salons et Tom Cruise, mais il y a aussi les relations publiques classiques, le lobbying, les relations presse, etc. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce domaine de la communication, ça a changé avec les législatives, avec l'éclatement de la majorité ? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de communiquer, de parler aux députés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui y a changé dans les relations publiques ? Alors, la relation avec les pouvoirs publics et les élus, c'est un tout petit bout des relations publiques. Les relations publiques, nous, on écrit public CS, relations avec les publics. Et les publics, ce sont effectivement les gouvernements et les élus, mais ce sont aussi les journalistes, les influenceurs, les gens qui aiment le jazz, les gens qui aiment le cinéma, qu'on accueille au Festival des films américains de Gérardmer ou de Deauville, etc., etc. Donc notre métier, c'est d'organiser tout ça. La grande marche, ça a été l'arrivée d'Internet et l'arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, qui se sont appelés des blogueurs dans les années 2000, qui ont fait qu'on a multiplié les personnes à qui on doit s'adresser avec des niveaux de discours très différents. Parce qu'il y a des journalistes qui s'intéressent, je veux dire, à ce qui va être un peu futile, entertainment et froufrou, et des influenceurs pareils, et des journalistes qui s'intéressent à des choses plus importants en termes de technologie ou économiquement, et des influenceurs qui s'intéressent peut-être encore de façon encore plus pointue à des sujets technologiques ou économiques. Donc la complexité pour nous, c'est qu'on peut plus avoir un discours simple. Vous savez, notre client, il faisait un communiqué de presse, il organisait une conférence de presse, et puis il invitait tout le monde, et puis il disait ce qu'il avait à dire. Mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir 1000 niveaux de discours et de s'adresser à chaque public, pas chaque interlocuteur, mais chaque public, avec les contenus qu'il attend d'avoir de la part de l'émetteur, de la part de notre client.